Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. En vrai, j'aimerais vous tourner le bilan lecture du mois de mars parce que vaut mieux tard que jamais. Mais je ne sais pas où me mettre tellement il fait nuit aujourd'hui, il pleut, il fait... ouais, on est en automne de nouveau en fait. Donc je ne sais pas me poser pour... ça m'embête d'allumer ma lampe. Je sais pas, je vais essayer de me trouver un petit coin pour vous tourner ce bilan du mois de mars et je vous retrouve tout de suite. Voilà, je crois qu'on est pas mal. J'espère que vous allez bien et je vous retrouve avec grand plaisir donc pour vous faire ce bilan du mois de mars. Qu'est-ce que j'ai lu en mars? J'ai commencé par le roman La mort de Tante Dimity de Nancy Atherton qui a été publié aux éditions Verso. On est ici dans une espèce de cosy mystery fantastique qui, ma foi, a été une très bonne lecture sans être un coup de cœur. J'ai le tome 2 dans ma pile à lire, j'espère le lire là maintenant au mois d'avril. Et dans ce roman, on va être avec Laurie qui a eu son enfance bercée par des histoires que lui racontait sa maman, des histoires d'une certaine tante Dimity. Elle a toujours pensé que cette tante Dimity était un personnage fictif, donc elle a été très surprise d'apprendre que ce n'était pas le cas, puisqu'à sa mort, tante Dimity, dans un testament, lui confie une mission qui est celle de rassembler toutes les histoires de tante Dimity afin de les publier. Notre protagoniste va donc se rendre en Angleterre, dans le cottage de cette fameuse tante Dimity. Elle va très rapidement se rendre compte qu'il se passe des choses un petit peu mystérieuses et que le fantôme de tante Dimity semble veiller sur elle. C'est bien marqué au dos du roman, le premier tome de la série d'enquête plus cosy que mystery, best-seller depuis 30 ans aux États-Unis. Et c'est vrai que dans ce tome-là, il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas d'enquête à proprement parler, d'enquête policière. Donc voilà, et il faut savoir qu'il y a ce côté fantastique aussi, il y a un petit côté fantastique dans cette saga. Ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est quand même bien de le savoir. J'ai donc le tome 2 qui est dans ma palle, je pense réussir à le sortir encore ici au mois d'avril, sinon ça sera en mai. Je ne sais pas ce que va raconter le tome 2 parce que dans ce tome 1, j'ai l'impression, moi, que j'ai loupé quelque chose, que tout a été à peu près résolu. Mais voilà, je suppose que non. Je suis peut-être passée à côté de quelque chose, mais bon, avec grand plaisir, je lirai le tome 2. C'était très sympa. Les couvertures sont juste magnifiques. Il y a déjà un tome 3 qui est paru. Je ne sais pas si je vais continuer à les acheter en format papier ou si je vais poursuivre en format numérique parce que d'après ce que j'ai compris, c'est quand même une assez longue saga, donc ils sont en train d'être traduits. Et voilà, niveau espace dans les bibliothèques, on verra. J'ai ensuite lu Le printemps peut-être de Lena Fulham, j'espère que je ne me trompe pas, j'ai pas noté faux. On est ici dans un contemporain qui a été publié chez Slatkin. Et je peux pas tellement vous dire la thématique du roman parce que sinon ça serait spoilant. Donc je vais juste vous dire que la plume de l'autrice est super dynamique, aiguisée. On sent qu'il y a du caractère derrière cette autrice. Elle aborde une thématique qui est forte, qui est importante. Elle nous glisse vers cette thématique petit à petit. Vraiment, c'est très subtil, c'est bien écrit. Moi, voilà, j'ai beaucoup aimé. C'était assez court. Les chapitres eux-mêmes sont courts, ce qui fait que, voilà, on a envie de tourner les pages. Ça fait vraiment un petit effet page turner. Et voilà, une jolie découverte avec Le printemps peut-être. J'ai également lu au mois de mars un essai sur le phénomène climatique El Niño qui a été écrit par Laurent Testo et Jean-Michel Valentin. C'est un essai dans le domaine des sciences. Et dans cet ouvrage, on va nous expliquer comment se forme ce phénomène climatique dévastateur et quelles en sont en fait les conséquences également après son passage.
autant climatique que économique. C'était super intéressant, vraiment si ça vous intéresse, je vous recommande cet ouvrage. Lu Les enquêtes d'Anna Svensson, le 3e tome qui s'intitule Meurtre et muffins aux myrtilles de Johan Fluck, qui est ici un pur et dur cozy mystery. Je ne vais pas vous détailler cet ouvrage, enfin le résumé, puisqu'on est dans un tome 3. Donc à chaque fois, c'est des enquêtes bien différentes, mais il y a quand même un fil rouge en arrière-fond de cette saga, comme dans toutes les sagas en général. Et j'ai passé un excellent moment de lecture, mais c'est comme je disais déjà dans une autre vidéo, j'ai décidé de mettre cette saga en pause pour avancer dans la saga L'été meurtrier d'Oxford, parce que je trouve qu'il y a pas mal de similitudes entre les deux sagas et je me mélangeais parfois un petit peu les pinceaux avec les personnages secondaires. Si je laisse trop de temps entre les tomes, et ben voilà, je me mélangeais un petit peu les pinceaux. Donc je me suis dit, je vais aller au bout des thèmes meurtriers d'Oxford et je reprendrai Anna Svensson par la suite. Mais une fois de plus, si vous voulez lire du Cozy Mystery, c'est une super saga. Moi, à chaque fois, je passe des super moments. C'est très cosy avec voilà, les thés, les biscuits, les petites commères, le chat, tout est là. Et les enquêtes souvent sont très très sympas aussi. Puisqu'on en parlait, j'ai également lu le 3e tome des thés meurtriers d'Oxford qui s'appelle Flagrant délice, écrit par H.Y. Anna. Voilà, on est aussi dans du cozy mystery pur et dur. Et j'ai à nouveau beaucoup aimé, j'adore cette saga, elle fait partie de mes sagas favorites également, tout comme les, voilà, Anna Svensson également. Et voilà, j'ai de nouveau passé un super moment de lecture. Là aussi, si vous avez envie de démarrer du Cozy Mystery, ça peut être fait pour vous, c'est facile à lire, c'est doux, c'est léger, malgré qu'il y ait une enquête, voilà, à chaque fois aussi indépendante. Donc ça commence et ça se termine, et avec bien sûr toujours un fil rouge tout au long des tomes. Après, à savoir que ce sont des sagas quand même assez longues, donc à voir si vous voulez découvrir le Cozy Mystery avec des sagas comme ça longues. Sinon, j'ai prévu de vous faire une vidéo à l'occasion avec des Cozy Mystery en one shot ou des Cozy Mystery qui sont terminés en 2-3 tomes. Ensuite, lu et je... non, c'est pas et, c'est simplement Je pleure encore la beauté du monde de Charlotte McConaghy, qui est un thriller. Je trouve que l'autrice a su, voilà, nous dépeindre une ambiance rurale très immersive. On va être avec les loups. Notre protagoniste va vouloir réintégrer les loups dans une région en Écosse, et elle va être confrontée au mécontentement des villageois, notamment des éleveurs de bovins et de moutons, parce que ils ont peur évidemment pour leur troupeau. Donc elle va être confrontée à cette forte résistance. Et j'ai trouvé que le roman était divisé un peu en 2 parties. Il y a une première partie qui est assez descriptive, dans le sens où l'autrice pose le décor, elle nous parle des loups, on en apprend beaucoup sur les loups d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié ce côté-là. Elle va nous, voilà, planter le décor, l'ambiance, et dans la deuxième moitié du roman, là, ça s'accélère un petit peu parce qu'il va y avoir un meurtre, un mort. Et au début, voilà, est-ce que ce sont les loups qui ont tué cette personne? Est-ce qu'il y a un meurtrier parmi eux? Et voilà, ça va être un peu plus côté suspense, un peu plus marqué à ce moment-là, à partir de la moitié du roman. Et sans être un coup de cœur, j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est une lecture que je suis contente d'avoir faite. C'était très sympa, le suspense était là. Comme je disais, j'ai appris plein de choses sur les loups, donc c'était très très bien aussi de ce côté-là. Donc voilà, si il vous tente, si vous l'avez dans vos wishlist, n'hésitez pas, allez-y, c'était très très chouette. Ensuite, j'ai eu un coup de cœur pour une bande dessinée que j'avais empruntée à la bibliothèque qui s'appelle Il est où le patron? Ma chronique, elle était très expéditive sur Instagram, j'ai juste marqué lisez-la. C'était vraiment très très bien. On va suivre en fait des paysannes dans leur quotidien, ce qu'elles subissent au niveau du patriarcat, et ça va à l'essentiel. Les dessins étaient très chouettes, ça se dévore. Et c'est tellement ça, il y a eu des fois où je me suis dit mais oui, mais j'ai vécu ça, mais oui, j'ai déjà entendu ça. C'est
voilà, c'est très clair, ça va à l'essentiel, c'est très réaliste, j'ai adoré. Donc si ça vous intéresse, voilà, de voir un petit peu ce que ces femmes paysannes peuvent vivre, mais ce n'est pas que dans le milieu paysan, c'est un petit peu partout, je suis désolée, mais dans le milieu paysan peut-être encore plus, puisque c'est quand même, comment dire, hein, les paysans, voilà, on voit toujours que c'est un métier masculin, comme si on parle des maçons ou des menuisiers, ou voilà, c'est masculin. Donc quand on trouve une femme qui est paysanne, eh ben, voilà, il y a des jugements, il y a des paroles mal placées, et vraiment, les autrices, parce qu'elles sont plusieurs, mais je crois que c'est d'ailleurs ces paysannes-là, en fait, c'est réel, c'est tiré de faits réels. On voit très très bien ce qui peut se passer dans ce milieu-là, et les remarques, et les... c'est fatigant. Ensuite lu Felicita de Serena Giuliano, qui est un contemporain. J'avais lu déjà un roman d'elle que j'avais beaucoup aimé, et j'avais dit que je voulais continuer à découvrir Serena Giuliano, et donc j'ai lu Felicita parce que j'avais envie de lire Villa Gloria, mais j'ai appris que dans Villa Gloria, on va retrouver certains des personnages de Felicita. Donc j'ai d'abord lu Felicita et ensuite j'ai lu Villa Gloria. Donc je vous fais un petit avis là, global des deux romans. Les deux, j'ai beaucoup aimé. Ils sont assez différents, les deux. Dans le premier, on va suivre un papa qui a perdu son épouse. Il se retrouve avec sa petite fille qui est toute petite, 2-3 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et on va suivre l'histoire, en fait, du point de vue de la meilleure amie de cette femme qui est décédée. Comment on fait le deuil quand c'est pas un membre de notre famille. Enfin, j'ai trouvé que le point de vue était intéressant, on ne voit pas souvent. Souvent, c'est le point de vue de l'épouse, des enfants, des parents. Mais le point de vue de la meilleure amie, c'est vrai que je ne l'ai pas souvent rencontré en littérature, et j'ai trouvé ça super intéressant et original. Ça se lit super bien, la plume est très sympa, les pages se tournent toutes seules. Ça traite d'une thématique qui est pas drôle, mais qui est traitée avec assez de légèreté. Et voilà, j'ai adoré. Et ensuite, Villa Gloria était juste génial aussi. On va être ici dans une maison de vacances en Italie qui est tenue par une mère et sa fille. Et on va y croiser lors d'un séjour plusieurs personnages avec chacun leur, voilà, leur vécu, leur vie. Et dans ces personnages, il y a justement deux des personnages de Felicita. Et j'ai adoré les retrouver dans Villa Gloria, pardon. Et à nouveau, ça a été une excellente lecture. Je vous recommande vraiment cette autrice. J'ai enfin terminé Love Story, le tome 2 qui s'appelle Immortality Love Story. J'avais lu le premier tome il y a déjà un sacré moment. J'avais commencé ce tome 2, mais pas terminé. Je le traînais en longueur. Parce que je l'ai un peu moins aimé aussi que le tome 1, avouons-le. Il m'a manqué un des personnages dans ce deuxième tome. Voilà. Un personnage qui est dans le premier tome qui est absent durant quasiment tout le tome 2. Et j'ai trouvé que, voilà, il manquait à l'histoire. Mais néanmoins, ça a été une bonne lecture. Je ne vous en parle pas beaucoup plus. Puisqu'on est ici dans une suite. Dans le tome 1, voilà, on va rencontrer... comment est-ce qu'elle s'appelle? J'ai un blanc maintenant, mais notre protagoniste... qui veut être médecin légiste, et on est dans un roman historique. Donc à l'époque, les femmes ne touchaient pas à la médecine et encore moins à la chirurgie. Donc voilà, tous les problèmes qu'il peut y avoir. Ça dénonce de nouveau un petit peu le patriarcat dans cette duologie, mais c'était très très bien. Je précise juste, j'ai oublié de donner le nom de l'autrice quand même, de Dana Schwartz, et on est dans du fantastique historique romance. Et voilà. J'ai lu un autre essai qui s'appelle « Tout le monde peut être féministe » de Bell Hooks, qui est un essai sociologique et féministe que j'ai énormément annoté. J'y ai appris plein de choses parce qu'on a beau se dire féministe, des fois on n'est pas au fait de tout. Et dans cet essai, ça nous explique vraiment bien d'où vient le féminisme, comment il a été créé,
quels en sont les leviers, quelles en sont les problématiques. Je ne veux pas trop vous en dire parce qu'il est tellement intéressant à lire que j'aimerais bien que si ça vous intéresse, vous le découvriez par vous-même. Mais c'est vrai que on pense des fois être féministe et on découvre, notamment là, j'ai découvert qu'il y a des choses que j'avais pas déconstruites encore en fait. Je vais le formuler comme ça. Il y a encore pas mal de choses que je dois déconstruire chez moi par rapport au féminisme. Des choses dont on n'a pas forcément conscience alors qu'on les a sous les yeux tous les jours. Donc vraiment, je vous recommande cet essai, même si vous n'êtes pas... même si vous en connaissez déjà beaucoup sur le féminisme, franchement, moi j'y ai appris tellement de choses. C'était hyper intéressant par rapport aussi, ben voilà, pas seulement à ce rapport avec le patriarcat, avec les hommes, mais aussi entre nous, entre femmes, entre les races, entre les classes. Donc voilà, c'est vraiment à plein de niveaux, c'est traité à plein de niveaux et c'était vraiment très très chouette. J'ai également lu une autre BD qui s'appelle Minuit passé de Gaëlle Genillier, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, Genillier je pense, qui est une BD fantastique avec des dessins sublimes. Et on va être ici avec, principalement au début de l'histoire, avec un papa et son fils. Ce papa est retourné vivre dans le château familial, qui est plein de courants d'air. Vraiment, dans cette BD, il y a une ambiance très très gothique. Il s'y passe des choses, on ne sait pas trop si c'est réel ou pas. Et on va aussi être un peu dans une double temporalité où on va suivre l'enfance un peu de ce papa dans cette demeure avec ses sœurs. Et c'était vraiment une très très belle découverte, donc je vous le recommande. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous connaissez certains de ces titres. Et je vous souhaite de très très belles lectures. Je vous dis à très très vite par ici ou ailleurs. Et surtout, prenez soin de vous. Salut!